Alors, je vais tenter de vous présenter en quelques mots, mais comme vous avez des compétences variées, c'est pas très simple. Donc, vous êtes économiste et juriste, si j'ai bien compris, spécialiste de l'évaluation des risques sanitaires, sociaux et environnementaux, à peu près. Et donc, vous êtes tête de liste du Parti fédéraliste européen pour la région Aquitaine-Limousin, Poitou-Charentes. Et vous êtes père de 2 enfants. Père de 2 enfants, en effet. Voilà. Alors, je vais commencer comme pour les autres candidats. Quelles sont les valeurs incontournables qui fondent votre engagement en politique au sein du PFE? D'accord. Écoutez, moi j'ai droit à peu près 15 minutes pour cette opération, peut-être un petit peu plus, dans la mesure où j'ai reçu les questions très tardivement, c'est-à-dire en fin d'après-midi. Donc vous m'excuserez évidemment de mettre la tête sur mon document pour mieux vous répondre. Oui, en effet, je suis économiste et juriste santé publique. Donc forcément, les thématiques sur la famille m'intéressent beaucoup, et notamment les théories du genre que j'expérimente dans le cadre des missions que j'effectue dans le cadre de mon métier, et je ne suis pas encore à la retraite, à peu près dans 25 ans, sur les politiques de genre qui sont d'ailleurs prônées par l'Union européenne, et j'étais confronté à ce genre de choses dans le cadre de missions internationales. Pour la première question, d'abord je voudrais dire que je suis du Parti fédéraliste européen et donc une personne de la société civile comme nous tous. Donc nous ne sommes pas des politiques professionnels. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit politicien, parce que je trouve que le mot est péjoratif et je pense que la politique est noble et qu'on ne doit pas et jamais la dévaloriser. Par contre, j'aurai beaucoup d'humilité car je ne tiens aucune vérité. Je ne suis pas infaillible et surtout pas omniscient. Pour répondre à votre première question, qui est la numéro 1, et que j'ai listée très vite par Q1, Q2, Q3, excusez-moi, ce n'est aucune référence à l'objet du débat. Je pense que pour répondre à la première question sur les valeurs incontournables en politique, c'est le respect des différences, l'altruisme et le service au plus près des citoyens. Merci. Quel est votre projet et quelles sont vos priorités en tant que candidat à la présidence de la région? Et peut-être d'ailleurs un tout petit peu plus largement, quel projet porte le PFE, parce qu'il est peut-être moins familier, car c'est un parti moins visible peut-être que d'autres, voilà, pour notre auditoire. Tout à fait. Le PFE, en fin de compte, lorsque je lui ai posé la question initialement, n'était pas tellement chaud pour ma venue dans ce débat, dans la mesure où les thématiques initiales étaient relativement restreintes, restrictives. Aujourd'hui, on parle de famille. Et vous allez voir qu'on peut parler de famille avec un S. Et le Parti fédéraliste européen est un parti, en fait, transnational, transeuropéen, pardon, qui est présent dans 18 pays et qui s'est déjà présenté 9 candidatures au niveau des élections européennes, qui n'est pas encore très connu puisque c'est la première fois que le Parti fédéraliste européen a l'honneur de concourir, je dirais, à la fois au niveau des cantonales, ce qu'on appelle les départementales. J'en ai été le tête de liste pour et le seul du bassin d'Arcachon ici. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun élu aujourd'hui du bassin d'Arcachon qui représente le bassin d'Arcachon. J'en fais partie, je suis sur ce bassin, ni au Cap Ferret, ni à Arcachon. On appelle ça le trou du cul du bassin, puisque c'est Andernos-les-Bains, mais c'est une ville merveilleuse. Donc j'ai fait également, j'ai commencé à mener le combat pour les régionales, et devant l'ampleur financière, puisque nous finançons à peu près tout, nous avons considéré que le plus important, c'était de nous faire connaître nos idées fédéralistes, qui n'est pas un fédéralisme tel qu'il existe autrefois, mais un fédéralisme pour les régions, au plus près des régions et au plus près des terroirs, ce qui est une chose très différente de ce qui était le fédéralisme d'autrefois, et l'Europe ne devrait s'occuper que de choses qui impactent la totalité des États membres, en laissant bien entendu les régions garder leurs aspects régaliens, soit au niveau régional, soit au niveau central. Pour répondre à la question, et aller assez vite,
Du projet, oui. Sur le projet et les priorités en tant que président de région. Je pense que la première chose, ce sont les réductions des inégalités entre les territoires. Monsieur, vous l'avez exprimé tout à l'heure avec brio, entre les territoires urbains et ruraux. Nous avons un véritable problème à l'heure actuelle à ce niveau-là. Donc je pense que l'essentiel, c'est d'intensifier une politique de logement. Vous savez qu'on est dans un cadre de dérèglement climatique, pour ne parler pas de réchauffement. Il est clair que le bâti, l'agriculture, tout cela est en cause. Nous avons reçu la dernière fois, M. Rousset était d'ailleurs là, pour parler du bio Aquitaine. Moi, je parlais de naturel. Je pense que l'école, au plus près des zones urbaines, périurbaines, les zones difficiles, doivent être réactivées de manière très conséquente. L'apprentissage. Mais permettez-moi de vous dire que l'apprentissage doit être réservé pas seulement aux jeunes, mais également à l'intergénérationnel. Et je pense aux seniors que je représente ici même, en ayant créé un observatoire national des seniors et de l'intergénération. C'est-à-dire que je considère que les jeunes sont très importants et les seniors sont aussi importants dans le système. Donc la lutte contre le chômage et l'exclusion. Et nous prenons PFE un rapprochement d'une Europe très fédérale, je vous l'ai dit, au cœur des terroirs, avec une intensification des aides aux PME et aux TPE, parce qu'aujourd'hui, c'est le cœur de la création de richesses dans toute la France et dans notre région en particulier. Oh, je sais qu'il y a eu 2000 aides sur les TPE, mais par contre, je sais aussi qu'un certain nombre de grands groupes ont été fortement aidés. Donc je ne suis pas au sein des saints, mais en tout cas, je me méfie très fortement. J'en suis désolé pour un certain nombre, ça fait longtemps que je travaille sur ces thématiques-là, sur ce que j'appelle les clusters, les pôles de compétitivité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous travaillons avec des technologies d'aujourd'hui. Nous enseignons avec des systèmes d'enseignement d'hier, et nous ne faisons pas de prospective au niveau de l'enseignement des jeunes. Les jeunes ne travaillent qu'avec des techniques d'aujourd'hui, alors qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et l'emploi, évidemment, ne sera pas préservé en la matière. Nous pouvons parler sur la question 3. Alors oui, si on rentre sur la conception de la famille, vous avez parlé de familles au pluriel, vous avez dit que vous aviez été confronté aux questions de genre. Quelle est la conception de la famille qui vous porte et qui vous anime ? Je resterai, si vous permettez, circonscrit dans le cadre de l'objet de la question. Ceci dit, vous avez reçu un document de ma part très complet concernant à la fois la manière dont je voyais les choses, à la fois sous l'angle sanitaire, sous l'angle médico-sanitaire, sur l'angle de la santé publique et l'angle du juriste et un petit peu d'économiste. Mais je ne pense pas que lorsqu'on parle d'éthique et de bioéthique, la partie économique doit intervenir. Nous sommes en train de parler d'hommes et de femmes. Donc ma conception, nous étions sur parler au nom aujourd'hui, c'est donc la question, c'était la question 3. Quelle conception de la famille guide votre action politique ? La conception, de toute façon, je pense qu'une chose est extrêmement importante à ce niveau-là, c'est l'enfant. L'enfant au cœur de tout. L'enfant par rapport à sa famille. Je ne cite pas la famille, mais l'enfant face à sa famille et à l'amour qu'on lui donne. Et je pense aussi qu'il y a des choses extrêmement importantes et graves dans notre pays. On en reparlera par rapport à d'autres éléments sur le mariage et sur le fait qu'il y ait des familles monoparentales. C'est le fait que nous n'intégrons plus, nous ne renouons plus avec nos aînés, nos grands aînés, nos grands-parents. Les maisons ne sont plus conçues, le bâti, pour recevoir nos aînés. J'aurais préféré que nous travaillions tous ensemble sur des maisons qui accueillent nos aînés en même temps, et le lien forcément entre les parents, la famille, les aînés, c'est-à-dire les grands-parents et les enfants, serait extrêmement bénéfique justement pour la confiance dont parlait tout à l'heure Madame Calmels, la confiance qui fait qu'on fait de grandes choses. Merci beaucoup. Donc, la question 4, Q4. Quelles sont d'après vous les difficultés rencontrées par la famille aujourd'hui et quels sont les défis à relever pour les familles et avec les familles ? Eh bien, je serai simple.
Bref, je pense que les familles aujourd'hui sont confrontées à un changement de comportement. C'est une nouvelle génération qui s'annonce. Vous avez entendu parler des générations Y, Z, et des générations comme la mienne, ce qu'on appelle les générations secouées, celles qui ne sont pas du baby-boom, qui n'ont pas bénéficié des 30 glorieuses, mais malheureusement celles qui ont bénéficié des 2 chocs pétroliers. Donc je sais de quoi je parle. Je pense que les nouvelles générations, pour être simples, aujourd'hui, pour être fidèles à leurs principes, deviennent infidèles par principe. Et les familles, donc ça c'est simplement pour montrer que la stabilité de la famille, quelle qu'elle soit, se trouve un petit peu déstabilisée par justement une confiance trop grande, trop forte dans ce qui est je suis fidèle à ton amour, aujourd'hui ça n'est plus le cas, nous nous quittons. Et ça, c'est effectivement, c'est très bien, mais ça rend terriblement instable le monde de l'enfant. Et je pense que ça, c'est extrêmement important de réfléchir aussi par rapport à l'enfant dans le cadre de cette instabilité familiale et qui, évidemment, concourt à la monoparentalité, au divorce. Quoi qu'il en soit, nous remarquons quand même que, globalement, statistiquement, beaucoup de jeunes sont très attirés par les mariages et les grands mariages. Donc je pense qu'il y a quand même un certain espoir. Est-ce que dans votre programme, vous avez des mesures et qu'est-ce que vous comptez faire pour faciliter la vie des familles, notamment en termes de subventions pour le transport, les subventions scolaires, etc. On passe directement aux dernières questions. Oui, en fait, je pense que ce qui manque à l'heure actuelle, c'est des centres. Tout à l'heure, nous en parler des associations. Nous reparlerons de l'ambiguïté. Je vais sauter plusieurs questions et on reviendra dessus. Mais c'est bien beau de nous parler de la clause générale de compétences qui a supprimé un certain nombre de choses. Sachez quand même que toutes les associations, je ne parle pas des 1700 et quelques associations que je ne connais pas, mais sachez que les associations que moi je connais et qui font un énorme travail extraordinaire de terrain dans les zones difficiles, les quartiers difficiles, pas seulement d'ailleurs de ma région. Je travaille également sur le Nord-Pas-de-Calais et Picardie, sur des associations, donc très loin, mais là où il y a un fort taux de chômage. Ces associations n'ont plus les moyens d'avoir les subventions. On leur dit d'attendre le mois de février et mars. Et puis, lorsqu'elles veulent recruter, on leur a supprimé des avantages au niveau des postes emploi sociaux, ce qui fait qu'aujourd'hui, attention à l'aspect éducatif, culturel. Ce n'est pas de la culture, les familles. C'est fait partie de la culture, avec un grand C. Mais par contre, si on détruit le tissu socio-éducatif de la France, nous avons ce que nous avons aujourd'hui à Marseille. Et je crois que les éducateurs qui sont plus près du terrain savent parfaitement cela, avec les moyens qu'ils ont. Donc je crois qu'il vous faut des centres d'écoute et d'aide psychologique qui vont écouter à la fois les parents avant que l'enfant naisse, durant le moment où l'enfant n'est pas encore né, puis très très longtemps après la vie, le déroulement psychologique de l'enfant. Donc je pense qu'il nous faut des centres qui écoutent et qui soient des associations d'utilité publique. Je l'ai déjà cité dans un document plus large, parce que c'est extrêmement important, et cela pour toutes les familles, pour tous ceux qui sont dans la détresse, tous ceux qui rencontrent des problèmes, à la fois pour leurs enfants, pour l'éducation, pour le logement. Et ça nous manque, des centres anonymes, mais qui seraient éventuellement subventionnés, bien entendu, par nos régions. Alors, je rappelle simplement que l'aide aux familles est un principe universel et qui ne devrait pas tenir compte du niveau de vie des familles. Parce qu'en fin de compte, ce principe universel a été bafoué. Madame Calnels en parlait tout à l'heure sur le quotient familial, sur les allocations familiales. Il y a eu des principes intangibles qui ont été mis en place
du temps du général de Gaulle, et nous avons bafoué cela. Au nom de cela, la famille est en train de se disloquer, et je trouve cela très dommageable. Alors, on a parlé un peu déjà des subventions. Les mesures pour faciliter la vie des familles, nous avons fait 2 propositions, la carte région famille et la commission pour la famille et pour l'enfant. Quelle est votre réaction à ces 2 propositions ? La création de la carte famille, mais qui n'est pas d'accord ? Qui n'est pas d'accord d'une carte famille ? À la seule condition que les enfants d'aujourd'hui sont assez, dans le sens français du terme, versatiles. Ils veulent expérimenter tout. Donc je pense que cette carte famille, elle devrait plutôt être une carte familiale. C'est-à-dire qu'elle intégrerait non seulement les enfants, mais elle intégrerait aussi les seniors, leurs parents. Parce que vous savez, moi j'ai 59 ans bientôt, et je suis papa d'une fille de 30 ans et papa d'une fille de 18 ans. Je rencontre les problèmes de tous les parents qui ont 15, 20 ans, 30 ans de moins que moi. Et donc j'aime participer activement aux activités de ma fille. Or, je pense que, outre le transport, outre le fait de pouvoir changer indistinctement de sport dans les 2 mois ou dans les 3 mois, dans les 6 mois qui suivent, de pouvoir aller se déplacer avec un TER sur un centre de sport dans une autre ville pour participer à des compétitions ou simplement rencontrer d'autres sportifs d'autres villages et d'autres villes, ça me paraîtrait très bien. Donc je pense qu'il faut une carte intégrée qui intègre à la fois la famille, les enfants. Voilà, ce serait un pass, mais un pass familial. Très bien, merci beaucoup. La question 7 des subventions, je crois qu'on en a parlé. C'est la commission sur la famille. Ah oui, la commission sur la famille, pardon. Alors, la commission sur la famille, c'est exactement ce que je disais dans un texte qui est paru sur Pulse, pour ceux qui sont des geeks, sur lesquels je parle d'un certain nombre de choses assez ambiguës et très difficiles d'ailleurs à analyser parce que c'est ou tout blanc ou tout noir. On est ou d'accord ou pas d'accord. Et je pense qu'il faut être nuancé aujourd'hui. La commission sur la famille, ça correspond en fait aux relais dont je pense. Je vous proposais tout à l'heure des relais de proximité pour l'écoute psychologique, l'aide anonyme, mais également l'aide pour tout ce qui concerne les problèmes de logement, de difficultés que rencontrent les jeunes, les parents, les mamans, les papas et les autres, avec le pluriel de S dont je parle. Car tout le monde doit être concerné, et de manière anonyme. Ça gêne personne. Et je dis que c'est incroyable parce que là où l'emploi socialement responsable devrait être intensifié dans notre région, aujourd'hui, il est sacrifié. Donc je prends aussi, puisque je suis européen et je suis régionaliste, y compris sur la langue régionale, j'ai fait une proposition qui me tient à cœur, qui serait de créer un organisme indépendant au niveau supranational européen, en espérant qu'un jour nous ayons un État fédéral, qui serait un Haut Conseil de l'enfant et de la famille, le HCEF, qui serait au niveau européen, sous l'égide du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne des droits de l'homme, le CEDH. Je pense que tout le monde a entendu parler sur notamment ces directives qui avaient été mises en place par le CEDH. Je sais que certains prônent la suppression du CEDH. Mais ce Haut Conseil de l'enfant et de la famille s'occuperait vraiment de toutes les familles et de tous les enfants. Et il travaillerait bien entendu en binôme avec les politiques familiales des pays, mais notamment et surtout des régions. Merci beaucoup. Un dernier message à l'attention des familles pour conclure. Voilà, et le dernier message, c'est que j'accorderais globalement, si j'étais président de région,
président de cette très belle et merveilleuse région dans laquelle nous vivons tous et que nous aimons, j'accorderai beaucoup d'importance au mouvement associatif qui prône l'intégration des enfants dans notre société de toutes origines et origines familiales. Je lutterai contre les discriminations, le harcèlement. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale du harcèlement des enfants, alors que depuis 30 ans, des adultes ont vu des enfants être harcelés sans bouger. Il y a quand même un sacré malaise dans notre sacrée société, non? Vous ne trouvez pas? Et c'est pourtant au niveau éducatif. La lutte contre la maltraitance des enfants, mais aussi la maltraitance des femmes, et dans une moindre proportion des hommes, ça arrive. Il y a une quantité aussi d'hommes qui sont maltraités, mais quand même la plupart du temps ce sont des femmes et des enfants. Plus de 100 000 enfants cette année. Puis je crois qu'il ne faut pas se voiler la face sur la réalité de la famille. Elle devient plurielle. Et comme disait Jacques Attali dans un de ses documents, elle devient unisexe. Je ne fais pas de jugement de valeur, croyez-le bien. Simplement, c'est une constatation qu'on l'on vérifie. Je pense qu'il faut une région pour une grande politique familiale basée sur nos valeurs. Tenir compte de ces valeurs, qui peuvent être également plurielles, mais l'échelon européen est plus que jamais nécessaire pour lutter sur ce qui serait inacceptable. Et je peux vous en parler sur ce qui peut être vraiment inacceptable, parce qu'il y a des choses acceptables, mais il y a des choses absolument inacceptables. Et je pense qu'il faut remettre le citoyen, les familles, au cœur des décisions. C'est pour ça que je prône, d'ailleurs avec d'autres personnes avec lesquelles je suis en alliance, notamment aux actes citoyens. Merci beaucoup. Je propose également la mise en place de référendums d'initiative régionale, qui me paraît être la condition sine qua non. Notamment, on a parlé tout à l'heure, et je reviens 2 secondes sur les associations, je pense qu'il doit y avoir des comités d'attribution des subventions des associations à partir de la société civile, et avec des citoyens lambda de la rue qui seraient renouvelés par un tiers tous les ans, de éviter justement ce fameux clientélisme. Merci beaucoup.